L'air dans le petit appartement de Lagos était lourd de chaleur et de déception silencieuse. Ella était assise, parfaitement immobile, sur un tabouret bas, une lettre à l'apparence officielle tremblant dans sa main. Les mots « Nous sommes au regret de vous informer » se brouillaient devant ses yeux. C'était la 3e lettre de refus ce mois-ci. Chaque rejet était comme une porte qui se refermait brutalement, l'écho un peu plus fort que le précédent. Un toussottement rauque brisa le silence depuis un coin de la pièce. Son père, frêle contre les coussins usés du fauteuil, luttait pour reprendre son souffle. Sa mère, agenouillée à ses côtés, lui frottait le dos, son propre visage marqué par une fatigue que le sommeil ne pouvait plus soulager. Le diplôme d'Ella, soigneusement encadré, était accroché au mur derrière eux, une promesse éclatante et moqueuse d'un avenir qui n'était jamais venu. La porte d'entrée grinça, et son frère aîné, Chidi, entra. L'odeur de sueur et de poussière de son travail sur un chantier de construction l'accompagnait. Ses yeux, durs et fatigués, balayèrent la pièce et se posèrent sur la lettre dans la main d'Ella. Il n'eut pas besoin de demander ce que c'était. Rien encore. Sa voix était plate, vidée de tout espoir passé. Madame Adeyemi m'a encore arrêté aujourd'hui. Elle demandait quand notre grande diplômée décrocherait enfin un emploi dans une compagnie pétrolière. Elle a dit que nos parents devaient être si fiers. Il laissa échapper un rire bref et amer. Qu'est-ce que j'étais censé lui dire, Ella? Que la fierté ne paye pas le loyer ni les médicaments. Ella baissa les yeux, la honte lui brûlant les joues. Je fais de mon mieux, Chidi. Tu le sais. De ton mieux. Il fit un pas en avant, sa voix montant sous une colère contenue. Sais-tu ce que j'ai sacrifié pour toi? J'ai porté des blocs et mélangé du mortier pour que tu puisses porter tes manuels. Je t'ai donné ma chance. Nous l'avons tous fait. Il désigna leurs parents d'un geste brusque. Regarde-les. Ils ont dépensé toutes leurs économies, leur paix, tout pour toi. Pourquoi? La question flottait dans l'air, lourde et accusatrice. Ella en ressentit le poids écrasant. Elle voyait la vérité dans la respiration laborieuse de son père, dans le silence épuisé de sa mère, dans le fantôme des rêves abandonnés de son frère. Son éducation, censée être leur triomphe collectif, semblait être une meule autour de leur cou. Sans un mot de plus, elle se leva, ses mouvements raides. Elle plia soigneusement la lettre de refus, rangeant l'échec. « Je sors », murmura-t-elle, la voix épaissie par des larmes retenues. « Je trouverai quelque chose aujourd'hui. » Elle sortit, la porte se refermant sur l'atmosphère étouffante de l'appartement. Dehors, l'énergie bouillonnante de la ville contrastait fortement avec le calme qu'elle laissait derrière elle. Elle se fondit dans la foule, juste un autre jeune visage dans une mer de millions, tous à la poursuite du même rêve insaisissable, une chance. L'air de la ville était une couverture humide, chargée des odeurs d'échappement, de plantain frit et de poussière. Ella marchait sans réelle destination, les mots cinglants de Chidi résonnant en boucle dans son esprit. Pourquoi? Pourquoi? Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle remarqua à peine les premières gouttes de pluie. Une légère bruine commença à tomber, et elle accéléra le pas. Le bruit d'un moteur puissant perça le vacarme de la ville. Un SUV noir, élégant et imposant, passa à toute vitesse dans une grande flaque d'eau boueuse qu'elle essayait d'éviter. Un mur d'eau grise et boueuse jaillit de la roue, la frappant avec la force d'une gifle. Ella se figea, haletante. L'eau froide trempa instantanément son plus beau chemisier et sa jupe d'entretien. De la boue gouttait de ses cheveux. Trempée et humiliée, elle sentit le peu de contenance qu'il lui restait s'écouler. À l'intérieur du véhicule luxueux, Emeka Obiagu, un homme d'une trentaine d'années au visage aimable et pensif, jeta un regard en arrière. Son front se plissa immédiatement de souci. « Francis, arrêtez la voiture. Regardez ce que nous avons fait à cette pauvre fille. » À côté de lui, sa femme Ama ne leva pas les yeux de son téléphone. « Ne sois pas dramatique, Emeka. Ce n'est qu'un peu d'eau. Elle séchera. Nous sommes en retard. » Ama, ce n'est pas une façon d'agir, dit Emeka, la voix ferme. Francis, faites marche arrière, s'il vous plaît. Le SUV recula jusqu'à être au niveau d'Ella, qui frissonnait. Emeka sortit, ignorant la pluie. Jeune femme, je suis terriblement désolée. C'est entièrement de notre faute.
Il sortit un billet impeccable de son portefeuille. Permettez-moi, s'il vous plaît, de payer pour le nettoyage de vos vêtements. Ella regarda l'argent, puis son visage inquiet. Merci, monsieur, mais ça va. J'étais presque chez moi de toute façon. Sa voix était polie mais portait une profonde lassitude. S'il vous plaît, j'insiste, pressa Emeka, ses yeux bienveillants scrutant son visage. Il remarqua ses chaussures cirées, son chemisier soigné mais désormais ruiné, des vêtements qui suggéraient un but précis, pas une simple promenade. Une jeune femme comme vous, marchant sous ce temps. Vivez-vous dans ce quartier? Nous pouvons au moins vous ramener. C'est le moins que je puisse faire. La sincérité dans sa voix la désarma. Ella secoua légèrement la tête, triste. Non, monsieur. Je ne vis pas ici. Je me promenais juste. Pour me vider la tête. Elle tenta un faible sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Ça a été une longue journée. Emeka l'observa, voyant la déception qu'elle ne pouvait cacher. Une longue journée? J'espère que ce n'était pas des ennuis au travail. Il voulait juste faire la conversation, la mettre à l'aise. Mais la question, bien que douce, brisa la fragile retenue d'Ella. Elle baissa les yeux, retenant des larmes brûlantes. « Il n'y a pas d'ennui au travail, monsieur, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je cherche encore un emploi. Je viens de recevoir une autre lettre de refus, et j'avais besoin de marcher pour me vider la tête. » Ama, qui écoutait avec une impatience croissante, baissa complètement sa fenêtre. Son regard, froid et scrutateur, balaya les vêtements trempés et modestes d'Ella. « Encore une diplômée sans emploi qui encombre les rues, » dit-elle, sans la moindre sympathie. Elle regarda son mari. « C'est pourquoi je te dis de ne pas t'arrêter pour ces gens. » Elle se tourna vers Ella. « Puisque vous êtes si désespérée, pouvez-vous être ma bonne? Je peux vous payer quelque chose de convenable. C'est mieux que de marcher sous la pluie sans rien, n'est-ce pas? » L'offre était une insulte flagrante. Le premier instinct d'Ella fut de refuser. Mais elle vit l'image du flacon de médicaments vide de son père. Elle entendit la voix de Chidi. « Pourquoi ?» Elle passa du visage froid et expectant d'Ama à celui, désolé, d'Emeka. La fierté qui maintenait ses épaules droites fondit lentement, et elle hocha la tête doucement. Ils avaient l'air riches. Travailler pour eux pourrait lui permettre de gagner de l'argent tout en continuant sa recherche d'emploi. Et qui sait, être dans leur cercle pourrait ouvrir les portes qu'elle priait pour. « Oui, madame, » murmura-t-elle, le titre ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Je peux. » Ella se tenait devant les hautes grilles en fer de la demeure des Obiagu, tenant sa petite valise qui semblait soudain plus lourde que jamais. Lorsque les grilles s'ouvrirent d'elles-mêmes, elle se figea un instant. La maison devant elle semblait sortie d'un rêve, faite de verre et de béton, entourée de pelouses vertes parfaites et de fleurs éclatantes qui semblaient trop belles pour être réelles. L'allée était si longue qu'elle aurait pu être toute sa rue chez elle. En atteignant les immenses portes d'entrée, celles-ci s'ouvrirent sur une vision époustouflante. Le sol était en marbre poli, brillant tellement qu'il reflétait le lustre au-dessus comme de l'eau. L'air sentait le citron et les fleurs. Tout semblait trop grand, trop riche. Elle se sentait presque comme une intruse dans un palais. Une gouvernante à l'air sérieux la conduisit au quartier des domestiques. Sa nouvelle chambre était petite, juste un lit simple, une armoire, et une fenêtre donnant sur le jardin. Mais pour Ella, c'était un cadeau. C'était paisible, privé, et enfin à elle. Elle toucha les draps propres et sourit faiblement. Après des mois de lutte, elle avait enfin un endroit où dormir et une chance d'envoyer de l'argent chez elle. Dans les jours qui suivirent, elle commença à remarquer les différences dans la maison. Monsieur Emeka Obiagu, le maître de maison, était calme et gentil. Il était l'un des hommes les plus riches du Nigeria, à la tête d'Obiagu Industries, une entreprise qui construisait des routes, des ponts et des centrales électriques à travers le pays. Mais malgré toute cette richesse, il était humble. Un matin, il la trouva en train de nettoyer sa bibliothèque. « Vous étiez là, n'est-ce pas ?» demanda-t-il calmement. Elle se figea, s'attendant à une plainte. Au lieu de cela, il hocha la tête avec approbation. « Vous avez rangé les livres par auteur. C'est bien. La dernière personne les avait rangés par couleur. C'était joli, mais je ne trouvais jamais rien. » Il esquissa presque un sourire.
Il disait toujours « s'il vous plaît » et « merci », ce qui la faisait se sentir respectée. Mais elle remarqua aussi la tristesse dans ses yeux. Il essayait souvent de parler à sa femme, Amma, mais elle répondait à peine. Quand elle se détournait, il restait là, silencieux, comme quelqu'un essayant d'allumer un feu déjà éteint. Madame Amma Obiagu était belle, élégante, stylée et froide. Sa voix était tranchante, et son tempérament encore plus. Elle a. Ce verre a une tache, nettoyez-le encore. Ou, pourquoi y a-t-il de la poussière ici? Vous regardez seulement. Rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez bien. Le café était trop fort, le thé trop léger, les coussins trop mous. Amma ne ratait jamais une occasion de la rabaisser. Un après-midi, après une nouvelle série de réprimandes, elle accourut dans le jardin, essuyant ses larmes. Le vieux jardinier, Gabriel, s'occupait des roses. Sans lever les yeux, il dit doucement « La nouvelle aide, c'est ça? Comment vous en sortez-vous » Elle tenta de sourire. « C'est beaucoup à apprendre. » Il hocha la tête, compréhensif. La dernière fille est restée 2 mois. Celle d'avant, 3 semaines. Il la regarda, ses yeux gentils mais fatigués. Madame n'aime pas que les aides restent trop longtemps. Elle trouve toujours une raison. Ces mots la frappèrent durement. Le travail, la maison, le peu de paix qu'elle avait, tout cela pouvait disparaître à tout moment. La demeure n'était pas le rêve qu'elle semblait être. Elle était belle, oui, mais c'était aussi une cage. Et maintenant, elle y était enfermée. Amma Obiagu était, au fond, une opportuniste. Elle avait grandi dans le confort mais aspirait à une vie de luxe extrême et de drame. Son mariage avec Emeka, 8 mois plus tôt, était un calcul stratégique. Il offrait la stabilité, une immense richesse et un nom respecté. Mais pour Amma, la vie d'épouse de milliardaire devint vite ennuyeuse. Les dîners tranquilles, les discussions d'affaires, la routine prévisible, tout cela ressemblait à une cage dorée magnifique. Elle regrettait l'adrénaline de son passé. Ce passé avait un nom, Deji. Il était son premier amour, un homme du mauvais côté de la barrière avec un charme dangereux et un mode de vie imprévisible qui l'avait toujours excité. Contrairement à Emeka, qui construisait des empires avec des contrats, Deji opérait dans l'ombre, maître des combines rapides qui l'avaient finalement conduit en prison pour fraude. Amma ne l'avait jamais vraiment oublié. Sa récente sortie de prison avait été l'étincelle qui avait rallumé le feu dans sa vie. Ils s'étaient secrètement retrouvés il y a quelques semaines, et pour Amma, c'était comme revivre. Elle était grisée par le secret et le danger. Pour rendre Deji heureux et sécuriser leur avenir ensemble, elle était prête à tout. Un après-midi ensoleillé, Amma ordonna à Ella de préparer les haut-parleurs extérieurs près de la piscine pour une « fête privée » avec un vieil ami d'école. Ella, chargée de la tablette domestique qui contrôlait le système de la maison intelligente, obéit. En manipulant les paramètres audio, elle connecta par erreur son écouteur Bluetooth au système extérieur principal au lieu du haut-parleur portable. Sans se rendre compte de la connexion, elle glissa l'écouteur dans son oreille pour tester, s'attendant à entendre de la musique. Au lieu de cela, la voix d'Amma, claire et intime, remplit son oreille. « Il part pour le projet de l'État d'Auguin dans 3 jours, disait-elle. C'est l'occasion parfaite. Une voix masculine plus grave et rauque, celle de Deji, répondit. La visite du site? Bien. Je suis déjà allé au garage. Je me suis fait passer pour un mécanicien faisant un contrôle gratuit. Les freins sont sabotés. Ils tiendront la première heure, lui donnant un faux sentiment de sécurité. Puis, sur cette autoroute, ils lâcheront quand il en aura le plus besoin. Ella se figea, le sang glacé. Elle chercha son téléphone, les mains tremblantes, essayant d'ouvrir l'application d'enregistrement. Dans sa panique, ses doigts glissèrent, et le téléphone tomba bruyamment sur le patio en pierre. Lorsqu'elle le ramassa, les détails cruciaux avaient été prononcés. « Tu es sûr que ça ressemblera à un accident ?» demanda Amma, sa voix teintée d'une excitation malsaine. « Bien sûr, » répondit Deji d'un ton suave. « Une perte tragique. Le grand Emeka Obiagu, parti trop tôt. Et toi, mon amour, tu seras la veuve éplorée, héritant de tout. Fini la vie ennuyeuse de milliardaire. » Ella restait clouée sur place, la tablette oubliée dans ses mains. Le poids de ce qu'elle avait entendu l'écrasait. Elle détenait la vérité,
un secret terrifiant qui pouvait sauver une vie. Mais elle n'avait aucune preuve. L'application d'enregistrement était ouverte, mais vierge, captant seulement le bruissement léger du vent et le bourdonnement lointain de la ville, un témoin silencieux d'une conversation qui avait déjà scellé un arrêt de mort. Elle n'était qu'une bonne avec une histoire terrifiante. Qui la croirait face à l'élégante et sophistiquée Madame Obiagu? Le reste de la journée, Ella se déplaça dans la maison comme un fantôme. Ses mains tremblaient tandis qu'elle polissait la même table 3 fois. Les mots qu'elle avait entendus tournaient en boucle dans son esprit comme une chanson terrible. Les freins sont sabotés. Ils lâcheront quand il en aura le plus besoin. Elle se sentait malade. Monsieur Emeka, la seule personne dans cette grande maison qui lui avait montré de la gentillesse, était en grand danger. Une peur lourde s'installa dans son cœur. Elle était piégée. Elle connaissait un terrible secret, mais n'avait rien pour le prouver. Pas d'enregistrement, pas de papier, pas de témoin. C'était sa parole contre celle d'une femme riche et puissante. Si elle allait à la police, il se moquerait probablement d'elle. Si elle parlait à Monsieur Emeka, l'écouterait-il seulement? Il aimait sa femme. Il pourrait penser qu'Ella était folle, pire, qu'elle cherchait à causer des problèmes pour son propre intérêt. Elle savait qu'elle devait essayer. Le lendemain, elle chercha la moindre occasion de lui parler seule. Mais Monsieur Emeka était un homme occupé. Quand il était à la maison, il était soit dans son bureau en appels importants, soit avec sa femme. Ella rôdait près de la porte, le cœur battant, essayant de trouver le bon moment. Une fois, il sortit de son bureau et faillit la bousculer. « Ella, tout va bien ?» demanda-t-il, mais il regardait son téléphone, l'esprit visiblement ailleurs. « Monsieur, je dois vous dire quelque chose, » balbutia-t-elle, la voix à peine audible. « C'est à propos de votre voiture. » Mais à ce moment, son téléphone sonna. Il leva un doigt. Un instant, c'est le ministre qui appelle. C'est important. Il se retourna et rentra dans son bureau, fermant la porte. Son courage s'évanouit. L'occasion était passée. Elle se sentait totalement impuissante. Elle n'était que la bonne, invisible et insignifiante. Comment pourrait-elle convaincre un milliardaire que sa propre femme prévoyait de le tuer? Il se mettrait probablement en colère et la renverrait sur le champ. Alors, non seulement Monsieur Emeka mourrait, mais sa famille perdrait l'argent dont elle avait désespérément besoin. Le poids du secret l'écrasait. Elle ne pouvait ni manger ni dormir. Elle observait Monsieur Emeka vaquer à ses occupations, inconscient qu'il ne restait que 2 jours avant l'accident terrible planifié par sa femme. Ella sentait les secondes s'écouler, et sans preuve ni moyen de l'avertir, elle se sentait totalement désespérée. Que pouvait-elle bien faire pour arrêter cela? La veille du voyage arriva, l'air de la maison chargé de tension. Ella accomplissait ses tâches comme dans un mauvais rêve. Chaque fois qu'elle entendait une voiture dehors, son cœur bondissait. Elle observait Monsieur Emeka, espérant un miracle, une chance de l'attirer à l'écart et de le faire écouter. Ce soir-là, elle nettoyait le couloir près du salon principal quand elle entendit la voix d'Ama. Elle était au téléphone, et elle semblait différente, excitée. « Oui, demain est le jour, » dit Ama, la voix basse mais claire. « Il conduira lui-même. Le chauffeur a congé, comme je l'ai exigé. Tout est prêt. » Ella se figea, un chiffon toujours en main. Son sang se glaça. Elle se pressa contre le mur, écoutant attentivement. « Ne t'inquiète pas, » continua Ama, un sourire rusé dans la voix. « D'ici demain à 7 heures, tout sera fini. Nous serons enfin libres et ensemble. » Il y eut une pause pendant qu'elle écoutait son interlocuteur. « Je sais, DJ. J'ai hâte aussi. Assure-toi juste que tout se passe comme prévu. » En entendant cela, les jambes d'Ella flanchèrent. Ce n'était plus une menace future, c'était pour demain. Le plan était en marche, et le temps filait. La panique monta dans sa poitrine, rendant sa respiration difficile. Elle devait faire quelque chose, mais quoi? Elle n'avait toujours aucune preuve, et Monsieur Emeka n'était pas à proximité. Elle termina son travail dans un état second, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Le sommeil ne venait pas. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage gentil de Monsieur Emeka et le sort terrible qui l'attendait. Elle pensa à sa propre famille, dépendante de son travail.
Si elle parlait et échouait, elle perdrait tout. Mais si elle se taisait, un homme bon mourrait. Les larmes emplirent ses yeux alors qu'elle réalisait son impuissance. Les murs de la magnifique demeure semblaient une prison. Dehors, la lune brillait intensément, mais tout ce qu'Ella voyait était l'obscurité. Le matin approchait, et avec lui, le désastre. Elle avait une dernière nuit pour trouver un moyen d'arrêter cela, mais aucun plan ne lui venait. Seulement la peur et le poids écrasant de savoir trop de choses. Le soleil du matin se leva, clair et lumineux, un contraste cruel avec la tempête qui faisait rage en Ella. Elle n'avait pas dormi du tout. Ses yeux étaient rouges, et tout son corps était tendu par la peur. Aujourd'hui était le jour. Elle entendait Monsieur Emeka bouger à l'étage, se préparant pour son voyage. Chaque bruit semblait une countdown vers une catastrophe. Elle se tenait dans la cuisine, feignant de nettoyer, mais ses yeux étaient fixés sur la fenêtre donnant sur l'allée. Son esprit était un chaos frénétique, cherchant une solution. Devrait-elle crever les pneus? Mais la sécurité la surprendrait. Devrait-elle cacher les clés de la voiture? Il les trouverait et se mettrait en colère. Chaque idée semblait stupide et impossible. Puis, elle le vit. Monsieur Emeka sortit de la maison, vêtu d'un costume élégant. Il semblait calme et concentré, totalement inconscient du danger qui l'attendait. Il se dirigeait droit vers le SUV noir, le piège mortel. Une vague de panique glacée envahit Ella. C'était le moment. Dans quelques instants, il monterait dans cette voiture et conduirait vers sa mort. Elle n'avait aucune preuve, pas le temps d'expliquer. Elle devait l'empêcher de monter dans ce véhicule maintenant. Son corps bougea avant que son esprit ne puisse réfléchir. Elle lâcha le chiffon qu'elle tenait et courut. Elle poussa la porte de la cuisine et surgit dans l'allée. « Monsieur !» « Attendez !» cria-t-elle, sa voix étrange et désespérée à ses propres oreilles. Emeka se retourna, une légère surprise sur le visage. Il tenait déjà la clé de la voiture. « Et là ? Qu'y a-t-il ? Je suis pressée. » Elle courut vers lui, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il lui briserait les côtes. Elle n'avait ni plan ni mot pour lui faire comprendre en quelques secondes. Il n'y avait qu'une chose à laquelle elle pensait, capable de provoquer assez de choc, assez de confusion, pour l'arrêter complètement. « Je ne peux pas vous laisser partir sans vous dire ceci. » Balbutia-t-elle, les yeux écarquillés de terreur. Avant qu'il ne puisse réagir, avant qu'il ne puisse se retirer, elle saisit son visage à deux mains et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux. C'était un baiser dur, désespéré, passionné, rempli de toute la peur et l'urgence qu'elle ressentait. C'était sa dernière tentative folle pour sauver sa vie. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Emeka était figé, totalement stupéfait. Puis, la réalité revint brutalement. Il la repoussa avec une force qui la fit trébucher en arrière. Son visage était un masque de choc, puis de colère montante. « Que signifie ceci » tonna-t-il, sa voix résonnant dans le matin calme. « Avez-vous perdu la raison » Mais Ella se moquait de sa colère. Elle se moquait des conséquences. Elle se tenait là, respirant lourdement, l'observant. Il n'était pas dans la voiture. Pour l'instant, il était en sécurité. Son acte désespéré avait fonctionné. Mais la véritable tempête ne faisait que commencer. Le silence après le cri d'Emeka était lourd et dangereux. Il la fixait, la poitrine soulevée, le visage mêlé de confusion et de rage pure. Il essuya sa bouche du revers de la main, comme pour effacer ce qui venait de se passer. « Êtes-vous complètement folle » demanda-t-il, la voix basse et tremblante. « Quel genre de folie est-ce » Avant qu'Ella ne puisse tenter de répondre, un cri aigu et furieux déchira l'air. « Que se passe-t-il ici » Ils se tournèrent tous deux. Ama se tenait sur le balcon, le visage tordu de fureur. Elle avait tout vu. Elle descendit les escaliers en trombe, ses talons coûteux claquant comme des coups de feu sur le sol de marbre. Elle marcha droit sur eux, ses yeux brûlants de haine, d'abord vers Ella, puis vers son mari. « Alors c'est ce que tu fais dans mon dos » hurla-t-elle à Emeka. « Avec cette fille de maison ? Dans ma propre maison ?» Elle tourna son venin vers Ella. « Sale serpent de basse classe. Je t'ai donné un travail. Et c'est ainsi que tu me remercies ? En essayant de voler mon mari. » « Ama, ce n'est pas ce que tu penses » commença Emeka,
la voix tendue par l'embarras. « Ne t'avise pas !» cria-t-elle, le coupant. « Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle s'est jetée sur toi. Et toi, tu restais là. » Elle pointa un doigt tremblant sur Ella. « Tu penses pouvoir devenir la prochaine Madame Obiagu ? Tu penses qu'un baiser d'une pauvre fille te rendra riche ?» Ama se tourna vers la maison. « Sécurité !» hurla-t-elle. « Venez ici tout de suite. » 2 hommes de sécurité accoururent. Ama pointa Ella, qui restait figée, la tête baissée. « Arrêtez-la. Elle vient d'agresser mon mari. Emmenez-la au poste de police immédiatement. » Les gardes saisirent rapidement les bras d'Ella. Elle ne résista pas. Elle regarda simplement Emeka, ses yeux le suppliant de comprendre, de voir la vérité derrière son acte désespéré. Mais Emeka était trop humilié et en colère. Il détourna le regard. Le choc du baiser et les accusations publiques de sa femme l'avaient laissé désemparé et furieux. « C'est un désastre complet », marmonna-t-il, passant une main sur son visage. Il regarda la voiture, puis la scène chaotique. Son voyage, sa réunion importante, tout était ruiné. « Oubliez ça », dit-il à personne en particulier, la voix pleine de défaite et de colère. « Annulez le voyage. Je ne vais nulle part. » Il se retourna et marcha stifli vers la maison, incapable de regarder sa femme ou la bonne qu'on emmenait. Ama le regarda partir, son visage un masque parfait de fureur conjugale. Mais à l'intérieur, une tempête de panique faisait rage. Le plan était ruiné. Il n'était pas dans la voiture. Il n'était pas mort. Cette stupide bonne avait tout détruit avec son geste insensé. Elle tourna son regard furieux vers Ella, emmenée par la sécurité. La haine dans ses yeux était désormais bien réelle. Cette fille ne l'avait pas seulement embarrassée. Elle avait saboté un plan valant des milliards de Nera et son avenir avec Deji. « Emmenez-la », cracha Ama, la voix dégoulinante de venin. « Tu paieras pour ça. » Elle resta seule dans l'allée, l'esprit en ébullition. Elle devait maintenir son rôle d'épouse trahie, mais aussi remettre Emeka dans cette voiture. Le plan avait échoué aujourd'hui, mais ce n'était pas fini. Elle trouverait un autre moyen. Pour l'instant, la bonne était hors jeu, et elle était toujours la victime éplorée. C'était un petit avantage qu'elle pouvait utiliser. Mais la satisfaction était la dernière chose qu'elle ressentait, c'était une frustration pure et bouillonnante. De retour dans la maison, Emeka trouva Ama faisant les 100 pas dans le salon. « Je veux qu'elle soit poursuivie en justice », déclara-t-elle, la voix encore tranchante de fureur. « Je ne tolérerai pas une voleuse de mari sous mon toit. »« Ama, s'il te plaît, calme-toi », dit Emeka, essayant de rester raisonnable. « Ce qu'elle a fait est insensé, mais une liaison ? C'est absurde. Tu me connais. Je n'ai jamais regardé une autre femme. Elle m'a embrassée, je ne l'ai pas embrassée. Ça a duré 2 secondes. 2 secondes. » Ama se retourna, les yeux flamboyants. Ces filles pauvres sont rusées, Emeka. Elle planifie ces choses. Elle a vu un homme riche et a décidé de tenter sa chance. Et toi, tu es resté là à la laisser faire. J'étais stupéfait, insista-t-il, de plus en plus frustré. Il n'y a rien entre nous. Rien du tout. Mais Ama refusait d'écouter. Non. Si tu ne la punis pas sévèrement, tu approuves son geste. Tu lui dis que c'était acceptable. Elle sortit en trombe vers sa chambre, le laissant seul dans le silence. Épuisé et incompris, Emeka se retira dans son bureau. Il se servit un verre et s'enfonça dans son fauteuil en cuir, l'événement repassant en boucle dans son esprit. L'expression d'Ella n'était pas celle de la séduction. C'était de la panique pure. Ses yeux étaient écarquillés de peur, pas de passion. Pourquoi ? La question ne le quittait pas. C'était tellement différent de la femme calme et travailleuse qu'il connaissait. Elle n'avait jamais été audacieuse ou inappropriée. Pour qu'elle fasse quelque chose d'aussi extrême, d'aussi autodestructeur, ça n'avait aucun sens. Elle savait que cela lui coûterait le travail dont sa famille avait désespérément besoin. Qu'est-ce qui pouvait valoir cela ? Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il ne pouvait pas continuer à se poser des questions. Il devait la regarder dans les yeux et poser la question qui le brûlait. Il posa son verre et se leva. Sa décision était prise. Il monta dans sa voiture et partit.
Il se rendit au poste de police. On le conduisit dans une petite pièce où Ella était assise à une table nue. Elle semblait petite et fatiguée, mais quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent d'un étrange soulagement. « Monsieur, » murmura-t-elle, la voix rauque. « Vous êtes en sécurité. »« En sécurité ?» répéta Emeka, la voix froide. « De quoi parlez-vous? Pourquoi avez-vous fait cela, Ella? Je mérite une explication. » Les mots jaillirent d'elle dans un murmure précipité et terrifié. Elle lui raconta tout. Elle parla du haut-parleur Bluetooth, d'avoir entendu Ama et un homme nommé Deji. Elle décrivit le plan pour saboter ses freins, le voyage à l'état d'Auguin, la promesse d'un accident fatal. Elle expliqua que son baiser était une tentative désespérée et stupide pour l'empêcher de monter dans cette voiture. Emeka écouta, sa colère initiale lentement remplacée par une peur froide. C'était une histoire folle et invraisemblable. Mais la terreur pure dans ses yeux était réelle. « Vous attendez de moi que je croie cela ?» demanda-t-il, bien que sa voix manquât de sa conviction initiale. « Vous n'avez aucune preuve. Pas d'enregistrement, rien. »« Je sais, monsieur, » dit Ella, les épaules affaissées par la défaite. « J'ai fait tomber mon téléphone. Je n'ai rien. Mais je jure sur la vie de mes parents, c'est la vérité. Pourquoi mentirais-je et finir ici? Qui gagnerais-je? » Cette question hanta Emeka en quittant le poste. Elle avait raison. Ses actions lui avaient tout coûté. Il n'y avait aucune raison logique pour qu'elle invente une histoire aussi élaborée. Il rentra chez lui dans un état second, l'esprit en ébullition. Quand il entra dans la maison, Ama l'attendait. Elle lança immédiatement une nouvelle tirade sur la liaison, sa voix aiguë et dramatique. Emeka leva une main pour l'arrêter. « Ama, assez. J'ai eu une longue journée. Je veux juste me reposer. » À sa surprise, la colère d'Ama sembla s'évaporer. Elle s'approcha, sa voix devenant douce et préoccupée. « Bien sûr, mon amour. Tu dois être si fatigué. C'est une bonne chose que tu n'aies pas voyagé aujourd'hui. » Elle marqua une pause, puis demanda d'un ton désinvolte. « Alors, quand vas-tu reprogrammer le voyage à l'état d'Auguin? Demain? Après-demain? » Sa question resta en suspens. Emeka se figea. Il regarda sa femme, vraiment. Elle n'avait pas demandé s'il allait bien après l'incident choquant. Elle n'avait pas exigé plus de détails sur le baiser de la bonne. Elle ne s'intéressait qu'à savoir quand il ferait le voyage même au cœur de l'histoire terrifiante d'Ella. Un œuf froid se resserra dans son estomac. Pour la première fois, un doute sur sa femme germa dans son esprit, et il commença à croître. Le lendemain matin, Emeka dit à Ama qu'il reprogrammait son voyage à l'état d'Auguin pour cet après-midi. Il vit une lueur de triomphe dans ses yeux avant qu'elle ne puisse la cacher. Mais au lieu de se préparer pour le voyage, il conduisit son SUV chez un mécanicien de confiance, loin de son garage habituel. Il demanda à l'homme de vérifier les freins minutieusement, disant qu'il avait entendu un bruit étrange. 1 heure plus tard, le mécanicien l'appela. Son visage était grave. « Monsieur, » dit-il, pointant sous la voiture. « Ce n'est pas un accident. La conduite de frein principale a été soigneusement coupée. C'est une coupe nette, faite pour ressembler à de l'usure. » Elle aurait tenu un court moment, puis aurait complètement lâché en appuyant fort sur la pédale, probablement à grande vitesse. Une certitude froide et dure s'installa dans l'âme d'Emeka. Ella avait dit la vérité. Sa femme avait réellement prévu de le faire tuer. Il paya généreusement le mécanicien pour son silence et conduisit jusqu'à un hôtel, son esprit élaborant un plan. Il donnerait à sa femme la tragédie qu'elle attendait. Plus tard ce jour-là, depuis la chambre d'hôtel, il demanda à son officier de sécurité le plus loyal de passer l'appel. Il écouta sur la ligne pendant que l'officier, se faisant passer pour un enquêteur de police, informait Ama que la voiture de son mari s'était écrasée sur l'autoroute vers l'état d'Auguin. On lui dit qu'il n'y avait aucun survivant. Puis, grâce à une caméra cachée installée dans sa propre maison, il observa. Il vit Ama prendre l'appel. Il observa son visage. Il n'y avait ni larmes ni choc. Après avoir raccroché, elle ne s'effondra pas de chagrin. Au lieu de cela, un large sourire triomphant se répandit sur son visage. Elle saisit immédiatement son téléphone. « Il est parti.
murmura-t-elle avec excitation. Ça a marché, Deji. Ça a marché. Viens maintenant, mon amour. Nous devons aller réclamer son corps, et ensuite, tout son empire est à nous. Emeka regardait, son cœur se transformant en pierre. La preuve finale n'était pas dans les freins sabotés, mais dans la célébration joyeuse de sa femme à l'annonce de sa mort. Alors qu'Ama et Deji fêtaient avec une bouteille de champagne, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Emeka se tenait là, le visage un masque de fureur froide. La flûte de champagne glissa de la main d'Ama, se brisant sur le sol de marbre. Son visage devint blanc de terreur. Deji se figea, son sourire triomphant s'évanouissant. Emeka, Alta Ama. Tu es vivant. Déçu. La voix d'Emeka était basse et dangereuse, emplie d'une douleur plus profonde que la colère. J'ai tout entendu. L'appel de la police. Votre célébration. Tout. Il regarda sa femme, la femme qu'il avait aimée et pour qui il avait tout donné. Je t'ai tout donné. Et tu as prévu de me faire tuer pour ça. Ce n'est pas ce que tu penses, cria Ama, trébuchant en avant. Il m'a forcé. Mais il était trop tard. D'un signe brusque d'Emeka, son équipe de sécurité envahit la pièce. Ils appréhendèrent rapidement un Deji qui se débattait et une Ama sanglotante, qui implorait maintenant le pardon. Emeka les regarda être emmenés, son cœur un vide douloureux dans sa poitrine. La belle vie qu'il pensait avoir était un mensonge. Mais c'était fini. La trahison était complète, mais le danger était enfin passé. Emeka se rendit directement au poste de police. Cette fois, il n'était pas un homme confus cherchant des réponses, mais un homme puissant exigeant justice. Il expliqua tout aux officiers. Les charges contre Ella furent immédiatement abandonnées. Quand elle sortit, clignant des yeux sous le soleil, il l'attendait près de sa voiture. Ella, dit-il, la voix épaissie par l'émotion. Je suis tellement désolé de ne pas vous avoir cru. Les larmes emplirent ses yeux, mais c'étaient des larmes de soulagement. Vous avez sauvé ma vie, continua-t-il. Vous avez sacrifié votre dignité et votre liberté pour un homme qui vous était étranger. Pourquoi? Parce que vous avez été gentil avec moi, monsieur, murmura-t-elle. Quand personne d'autre ne l'était. Je ne pouvais pas la laisser détruire un homme bon. Sa réponse l'humilia. Dans son monde de cupidité et de trahison, sa simple loyauté était inestimable. Il ne lui proposa pas de reprendre son ancien travail. À la place, il lui offrit un avenir. Je veux que vous veniez travailler chez Obiagu Industries, dit-il. Nous commencerons par vous former comme stagiaire exécutive. Votre intelligence ne doit pas être gaspillée. Je m'assurerai aussi que vos parents aient les meilleurs médecins et que votre frère, Shidi, puisse retourner à l'école. Ella resta sans voix, ses mains tremblantes alors qu'elle acceptait ce cadeau qui changeait sa vie. Dans les semaines qui suivirent, avec Ama partie, la maison semblait vaste et vide. Emeka était seule. Ella, se souvenant de sa gentillesse, venait souvent après son travail au bureau. Elle aidait avec de petites tâches, non pas comme une bonne, mais comme une amie. Ils s'asseyaient et parlaient pendant des heures, de sa famille à elle, de son travail à lui, de ses rêves à elle. Il se surprenait à rire à nouveau, appréciant sa compagnie et le réconfort tranquille qu'elle apportait dans sa maison solitaire. Un lien nouveau et doux se formait, bâti sur une fondation de gratitude, de respect et d'un voyage partagé à travers les ténèbres. La grande salle de bal de l'Éco-Hôtel scintillait sous un dais de lustre en cristal, mais l'assemblée scintillante de l'élite de Lagos n'était pas là pour un gala typique. Ce soir-là était entièrement dédié à Ella. Le milliardaire Emeka avait organisé cette soirée d'appréciation uniquement pour honorer la femme qui avait sauvé sa vie, et alors qu'elle se tenait à ses côtés dans une robe élégante, présentée au gouverneur et aux titans de l'industrie comme « l'esprit brillant qui a vu ce que les autres ont manqué », Ella se sentait à la fois profondément fière et profondément incertaine. Elle avait fini par chérir leur soirée tranquille dans la maison d'Ikoyi, où les conversations sur les affaires et les rêves avaient lentement pansé son cœur solitaire, et où son propre attachement avait pris racine discrètement. Pourtant, elle gardait ses sentiments jalousement, convaincue que leur monde était encore à des océans de distance, et qu'espérer plus c'était comme tendre la main vers les étoiles, magnifiques, mais impossiblement lointains. Puis, alors que la musique s'adoucissait, Emeka se tourna vers elle, son regard éclipsant toute la salle.
Ella, commença-t-il, la voix basse et sincère, ce soir n'est pas seulement pour vous remercier d'avoir sauvé ma vie. Cette dernière année, vous n'avez pas seulement construit une nouvelle carrière, vous avez reconstruit mon cœur. Il prit sa main, ses yeux sérieux. Le baiser qui a sauvé ma vie, laisseriez-vous qu'il soit le début de la nôtre? Pendant un instant à couper le souffle, elle resta sans voix, ses murs soigneusement construits s'effondrant en poussière, avant qu'un sourire radieux et plein d'espoir ne se répande sur son visage, un oui silencieux à un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer.